Tara, j'ai dit non. Tara, ça suffit, hein. Le vin. C'est pas grave, t'inquiète. J'ai dit non. Tu te rends compte ce que tu lui fais faire? Non mais franchement. En plus, avec la magie des réseaux sociaux, enfin, la partie magique des réseaux sociaux, c'est la partie désespérante. Parce que je pense que quand même si c'était difficile, ça n'est pas que difficile. C'est que l'humanité arrête d'être complètement tarée, quoi. Donc ça, mais comme je te le disais tout à l'heure, on fait 3 métiers en un. En fait, ta plus grande fierté, c'est d'avoir produit quelque chose de A à Z et de voir que ça fait plaisir à des gens. Voilà, c'est de procurer du plaisir. L'entrevue terminée, nous partons en balade dans les vignes et dans la cave d'élevage où elle me donne des informations supplémentaires. Alors donc ici, déjà tu peux voir, ça c'est une très vieille vigne, c'est la plus vieille vigne de Cabernet Franc qu'on ait. Donc ça c'est vraiment un cep centenaire, pas centenaire mais un cep qui a, ça a été planté en 47. Donc tu vois, Oui, 77, bientôt 80 ans. C'est quoi vieux pour une vigne? Ah bah ça c'est vieux. Je pense que on dit vieille vigne à partir d'une trentaine d'années. Mais tu vois, voilà, oui, ça. c'est quand même. Bah là, c'est les grands-parents de Sébastien qui l'ont planté en 47. 3-4 générations, 3. Ouais, bah tu sais, il y a des vignes vraiment centenaires et puis selon le type de plantation, t'en as qui sont replantées tous les 25 ans. Oui. Donc ça c'est encore Et une t'as autre. déjà replanté ou pas encore? Alors nous, on replante dès qu'il y en a un. Regarde, tous les petits capuchons, ça c'est des vieux qui sont morts et qu'on va, tu vois, celui-ci par exemple, bah lui clairement, ça y est. C'est la fin. Ouais, petit père, voilà, il est mort. On est Donc, triste quand tu vois, on a un cep qui meurt. Il bouge. Ben ouais, parce que alors quand il meurt naturellement. Bon, mais alors quand tu les tapes avec le tracteur, ça c'est les boules. Ça arrive souvent? Oh bah oui, ça arrive. Ouais. Ah. Et tu vois quand Mais t'as là, en même temps, c'est super. étroit, ouais. Bah ouais. Mais c'est des tracteurs vignerons qui sont faits pour. Tu les Ça vois, passe hein, au-dessus. les roues du tracteur là. Tu vois. Oui. Et donc ça c'est des plus jeunes, tu vois. Celle-ci, elle doit avoir peut-être, je sais pas, celle-ci, elle a peut-être bien une dizaine d'années. Et là, ce que tu viens de planter, faut attendre combien de temps à peu près avant que ça donne un truc? Faut attendre 3 ans ouais, pour que tu puisses vraiment la monter. La monter, c'est-à-dire la faire monter vers le. Et elle fait des raisins à 3 ans? Elle peut commencer, ouais, ça dépend des vignes, mais tu peux commencer. Souvent c'est plutôt 4 ans, 4-5 ans. Mais ça dépend vraiment du type de cépage, de l'endroit. Voilà, c'est un peu comme beaucoup de choses. À la vue, tu vas savoir l'âge. À peu près. Faut quand même. Oui, tu peux savoir. Enfin, ouais, à peu près, ouais. Et tu vois là, on a bien on voit bien. Il y a pas mal de portées là, de grappes. Ils sont tout mini. Ça, ouais. Des grappillons? Alors les grappillons, non. Les grappillons, c'est quand lors de la récolte, tu vas récolter donc les grappes qui sont mûres et souvent tu as des deuxièmes générations qui sont plutôt en haut, qui sont qu'on appelle les grappillons, des petites grappes qui sont encore vertes. C'est ça les grappillons. Il faut pas les couper et laisser. Bah non, parce que c'est pas mûr, c'est hyper acide. Tu les laisses. Ah non, on laisse. Ouais. Et ça sera pour une autre fois? Non, c'est parfois il y a des gens qui vont faire des vendanges tardives comme ça, récolter les. Mais en général, ça réussit jamais à mûrir en fait, parce que ça arrive trop tard et il n'y a plus assez de soleil. Moi, je trouve qu'il y a un truc hyper fort avec les vignes, c'est quand tu passes une après-midi, t'as tes mains. Ouais. Qui ont une odeur. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et alors si tu viens pendant la fleur, alors là il y a une odeur incroyable. Ah oui, ouais. J'ai jamais vu, je crois, vendre vigne. Et bah tu vois la fleur, ça va être dans un mois à peu près. C'est blanc? À peu près. Oui, c'est blanc. Et ça a vraiment une odeur. C'est pas très fort, mais il y a une odeur typique. Et une odeur qui rappelle le vin déjà ou non, pas du tout. Non, c'est plutôt vraiment une odeur végétale de la vigne, quoi. Mais là, tu vois, on a déjà commencé à faire des traitements. Donc, c'est des traitements qui sont autorisés en bio, c'est le cuivre et le soufre. Parce qu'on a eu des grosses pressions de maladies l'année dernière. Donc, ça veut dire c'est rémanent. Donc, voilà. Donc, on est obligé de passer. Paliers, bah oui. Ouais. On est en monoculture. La monoculture, c'est pas naturel.
Tu vois, on fait du vin nature, mais malgré tout, on en vit. Donc pour en vivre, il faut en vendre suffisamment. Donc tu es un peu obligé d'être en monoculture, parce que sinon, ou alors, faut revenir à la polyculture et faire, tu vois, et avoir un petit peu de... Comme la perma. Ouais, c'est ça. Et on vous autorise à dire que c'est du vin naturel en utilisant tel et tel produit en fonction de la difficulté de l'année? Non, ça c'est un truc qui n'existe pas. Ce sont les producteurs qui l'ont inventé pour contrer cette tendance de vin conventionnel. Mais en fait, ça c'est des termes qui ne sont pas légiférés. Donc nous on le sait, et il y a une charte qui a été établie, il y en a même plusieurs, mais qui tournent à peu près toujours dans le même sens, c'est-à-dire la culture doit être biologique, certifiée ou non. Tu dois utiliser les levures indigènes, donc les levures qui sont naturellement présentes sur le raisin, c'est-à-dire que tu ne rajoutes rien. Et c'est les levures qui permettent la fermentation. Voilà, c'est ça. Mais sinon, tu achètes des levures au laboratoire et tu les mets dedans. Donc tu annihiles, tu ne laisses pas les levures naturelles se développer. Voilà, et puis après, le moins d'intrants possible et le moins d'actions mécaniques violentes possible. Voilà, donc ça fait très peu en fait. Et pourtant, tu interviens, tu es très très présent. Tu peux intervenir sur la température, mais toujours de manière... Oh, tu vois là, le vent. Ça risque de casser ça. Tu le vois tout de suite. Bah ouais, parce que c'est un mauvais... Non, je préfère... il faut que l'ouvrier qui va venir, ou l'ouvrière d'ailleurs, décide... bon pour la vigne. Ah non, le vent c'est... Mais ça c'est un mauvais choix de taille, tu vois. C'est parce que sur le courson, là il y a eu un truc, c'est pas normal d'avoir un courson comme ça qui est tout mou. Courson c'est... C'est les petits bous qui sont laissés. Ok. Ça c'est et sarment, un courson alors, qui est laissé. Et le sarment ça va être ça. Ça pour l'instant, c'en est pas un. Le sarment, c'est quand il s'est lignifié. Ouais. C'est quand il s'est lignifié. Lignifié, c'est quand il devient comme ça. Quand il devient du bois, si tu veux. Oui, non, donc c'est pas du tout quand c'est vert. Et tu m'as dit, c'était quoi le terme? Ça, c'est les bourgeons pour l'instant, parce qu'ils ont grandi. Mais au départ, tu vois, il y a un mois, il était grand comme ça, le truc. Donc ça, c'est le bourgeon et qui devient une tige, quoi. C'est quand même quelque chose. Hein. Ça va, t'as pas trop mal aux mains, toi? Ça va. Donc là, on est rue de Beaulieu, devant la cave d'élevage. Donc c'est la cave ancestrale. Bon, elle date de 1637, mais elle est dans la famille de Sébastien depuis ses grands-parents. Toujours été en activité? Oui, toujours été en activité. Alors c'est des caves comme ça, il y en a des milliers dans la région. C'est un gruyère. Et tu vois, ici, ça nous permet de voir c'est vraiment une coupe géologique. Donc ça, c'est le coteau de Saumur. Donc tu vois, c'est vraiment la roche calcaire qu'on appelle le tuffeau, qui est une roche tendre, un calcaire tendre. Et c'est avec cette roche qu'ont été faits tous les châteaux de la Loire et toutes les maisons du coin. Partout, c'est... Le château de Saumur? Oui, tous les châteaux. Okay. Ouais, c'est ça, c'est la roche... C'était facile à tailler, parce que c'est vraiment... c'est comme de la craie. Et on est sur la fin du bassin géologique, du bassin parisien. C'est la fin, et donc ici ça s'appelle l'Anjou blanc, parce que calcaire blanc. Et à quelques kilomètres d'ici commence l'Anjou noir, et là ça va être du schiste. Donc c'est vraiment deux zones qui se rencontrent. Ouais, et puis qui sont très différentes, deux sols qui sont très différents. Voilà, donc ici ça permet de comprendre, tu vois, les vignes sont posées au-dessus, alors tu as un peu de terre au-dessus de ce calcaire. Il y a alors pas tout de suite là, mais derrière, oui. Et donc les vignes, parfois les racines des vignes vont aller creuser jusque dans le calcaire. Ok. Et ça donne une différence. On dit que ça donne de la tension, de la fraîcheur, de la minéralité, voilà. Ça donne de l'acidité en gros, quoi. Ok. Et donc voilà, et au-delà de ça, de ce que ça apporte au vin, c'est vraiment aussi un endroit idéal pour l'élevage parce que c'est frais, c'est une température constante, c'est très calme, il n'y a pas de vibration, tout ça. N'importe quoi. Non, mais il a le droit de rentrer, hein. C'est plus, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ici,
ici, on a que votre vin. Oui, oui, elle nous appartient et c'est vraiment l'endroit où on élève tous les vins d'élevage, parce qu'on fait des vins sans élevage et des vins avec élevage, enfin sans élevage long. Les cuves plastiques et les tonneaux, c'est... Alors ici, on a pratiquement que du bois et de la terre, du grès et de l'argile. Et sur les cuves, sur les vins d'élevage un peu plus courts, enfin qu'on remonte pas en cave, c'est plutôt sur des cuves inox et fil de verre. Plus on avance, plus ça va faire du vin différent? Non, non, c'est justement c'est plutôt stable. La température est stable, l'hygrométrie est élevée et assez stable. Donc l'hygrométrie, c'est la quantité d'humidité et c'est plutôt bien pour éviter l'évaporation du vin. Ça sent la betterave? Et de l'eau. Ah oui, là, ça sent la terre. Ouais. Ouais. Non mais c'est hyper joli. Ingrid, tu vas venir voir. Ouais. C'est fou. Et c'est que à vous là, tout ça? Ouais. Ah oui, mais il y a quand même une bonne quantité. Là. Ah bah oui. Mais oui, parce qu'il y a sur plusieurs années. Exactement. Là, tu as 21, 22, 23. Ah, il n'y a pas que ce coup qui va être mouillé. Et vous venez souvent par ici? Ah bah oui, il faut qu'on vienne souvent pour vérifier que tout va bien. Je vérifie que tout va bien. La taille du contenant, le type de contenant va avoir des conséquences vraiment différentes pour le vin. Donc on ne met pas tous les mêmes vins dans les mêmes contenants. Pour moi, je pensais que tu pouvais mettre n'importe quel vin dans n'importe quel contenant, mais que justement... Tu peux, mais après ton choix, voilà, tu peux. Mais si tu dis, celui-là, il sera bien pour... Bah, tu sais que si tu mets un vin très tannique, un peu vert, dans un truc comme ça, il va mettre vachement de temps à se patiner, et ça va être long, et ça va pas vraiment amener ce que tu cherches. Ça, c'est vachement mieux pour ce type de vin. Après, tout dépend de... Le plus ancien? Ouais. Bah non, en plus, le plus ancien, c'est l'amphore quand même. Ouais, amphore. Ouais. Mais non, mais parce que dans le cliché, on pense vin, tu sais, bien sûr, le tonneau de vin. Évidemment. Parce que quand même, il doit y avoir un truc dans le bois. Ouais, mais le plus ancien, c'est l'amphore, parce que c'est ce qui réussi. C'était l'Antiquité, c'était la terre cuite. On en a aussi en argile là-bas. Et en fait, le bois est arrivé pour le transport. Le bois est arrivé, je pense, Renaissance par là, à mon avis. Un truc comme ça, pour transporter sur les bateaux. Donc c'est comme ça que le Bordelais s'est développé. C'est notamment parce que les Hollandais transportaient par bateau les barriques. Et ici, sur la Loire, beaucoup. Ça allait jusqu'à Saint-Nazaire. Okay. C'est rigolo, mais en même temps, quand c'est un petit bruit, ça me dérange pas. Quand c'est comme ça m'énerve. Scout. En fait, la vie de vigneron, c'est quand même que des temps longs. Ouais. C'est un mode de vie complet. Quoi. Et bien rempli. Et bien rempli. C'est une vie longue et bien remplie. Voilà, c'est ça. Mais ça apprend la patience. La patience... Oui. En fait, c'est plus vraiment de la patience, c'est juste un autre rythme. Parce que de toute façon, si t'es impatient, c'est comme ça, moi, je trouve que ça apprend surtout à accepter un peu la fatalité. Alors pas dans la vinification, quoique un peu quand même, mais t'es obligé d'accepter la météo. Je veux dire, tu peux pas lutter, quoi. Donc faut s'adapter, faut chercher des solutions. Il y a beaucoup de résilience à avoir quand tu gèles, quand tu grêles. Il y a quand même, ça perturbe tout, ça casse tout, faut tout recommencer. Voilà. En fait, ça développe une intelligence liée à comment vivre avec la nature, quoi. Oui, puis vraiment cette notion d'acceptation, ouais. De ne pas se battre contre un truc contre lequel tu peux rien faire, quoi. En fait, ça permet de faire le tri entre certaines choses sur lesquelles on se serait peut-être posé des questions, et là on dit, bon, ce n'est pas de mon ressort. Oui, ça permet de se concentrer. Qu'est-ce que j'en fais? Oui, voilà. Ça permet de... C'est vrai que parfois, actuellement, on a l'impression qu'on pourrait tout corriger, tout modifier, tout savoir, et c'est bien de parfois se dire, bah non, ça c'est pas mon domaine, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ça. Et pour le monde, et pour tout ce qui... Et moi je roule ma bosse. C'est un modèle qui parfois c'est un métier qui parfois peut être lourd, justement de ce truc de... Tu es obligé d'encaisser. Oui, c'est ça. Et parfois, justement, qui t'amène une sorte de tranquillité, quoi, pas de patience, mais notion d'acceptation.
Et ça, avant d'être vigneronne Je pense que j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Et puis j'étais pas du tout dans l'acceptation. Je trouve que c'est vraiment un chouette gain, c'est ça. cette notion T'es de... senti, t'as senti qu'en tant qu'humain, tu gagnais quelque chose quand même à cette vie qui est pas toujours facile, quoi. Ouais, bien sûr, oui. Puis comme je te dis, c'est un choix, hein. Moi, j'ai adoré me retrouver plus proche de la nature, quoi. Ça, c'est sûr. Après, ce que j'aime bien, justement, c'est que moi, j'adore retourner à Paris. Je suis pas du tout... En fait, t'aimes beaucoup plus Paris depuis que tu y vas de temps en temps. Non, j'adore. Effectivement, j'adorais Paris, mais c'était le côté urbain que j'avais du mal à supporter, le côté promiscuité urbain. Parfois, on est méchant alors qu'on sait bien qu'on ne devrait pas être méchant. Je trouve le côté de toujours être proche les uns des autres, être pressé. Ouais. Parfois, tu as des actions, tu te dis, quand même, j'aurais dû avoir la patience. Ou même on attend, enfin les autres le sont pas. Et je pense que c'est juste d'être tous en passer, ça fait que... Oui, alors moi je pense que tout le monde est comme ça. Enfin, tu vois, par exemple, on parlait du paysan tout à l'heure. C'est bien, on finit la boucle. Ouais, c'est marrant. L'autre fois, il y a un week-end dernier, mais celui d'avant, on allait dans une maison louée avec des copines et c'était une maison qui appartenait à 2 personnes parisiennes. C'était en banlieue parisienne, mais assez lointaine. Et puis sur la fin, on les a rencontrés. Puis le gars, il dit, on parle du fait que les poubelles n'étaient pas passées, que du coup, on n'avait pas pu vider le verre. Et puis le gars, il dit, on ne sait pas pourquoi, depuis, je sais pas quoi, il y a un problème. Il dit, et puis il y en a un qui dit, la campagne, quoi. Et j'étais là, quel rapport avec les poubelles qui ne sont pas passées? Tu sais, j'étais là, ok. Alors là, il y a un stéréotype que je ne comprends pas, mais il y en a un gros préjugé. Et vice-versa, quand tu parles ici à des gens où tu dis, moi je vais à Paris et tout, je déteste Paris, les Parisiens, machin, et tout là, moi, honnêtement, quand je retourne à Paris, j'ai jamais vraiment trouvé que les Parisiens faisaient la gueule. Tu mets n'importe qui dans un métro comme ça, t'es pas comme ça à côté, tu vois? Non mais... Et encore, il y en a qui sont malgré tout très gentils. Hein. Oui, enfin je suis complètement d'accord. Je suis pas du tout pour moi, c'est un gros préjugé qui est véhiculé sans vraiment connaître, parce que tu as des gens qui disent ça, ils sont jamais allés à Paris. Tu vois? Et il y a un truc du coup vraiment de la vieille guerre entre provinciaux et parisiens, quoi. Et ça sort un peu de nulle part, c'est vraiment ce truc qui est moi, je pense que c'est répercuté. On retient la personne désagréable parce qu'il y en a toujours une. Oui. Alors qu'en vrai, quand je regarde justement, typiquement métro RER, je vois qu'on est tous pressés, mais la plupart des gens, si on se bouscule, on va se dire désolé. Bah oui. Par exemple, on va se sourire. Et c'est juste la fois où la personne elle nous a insultés parce que, en l'occurrence, c'est la mauvaise personne. Ouais. Et on retient ça. Et c'est pour ça, je pense. Oui. Et puis il y a 10 fois plus de personnes. Donc forcément, il y a 10 fois plus de cons. Mais oui, non mais. Et je veux dire, ici, tu tombes sur des gens qui te font la gueule, tu tombes sur des gens qui sont pas cool, pareil. La même densité. Enfin, je veux dire. Il y a le même nombre de cons au mètre carré. Mais exactement. Il y a le même pourcentage. Voilà. Mais comme il y en a moins au mètre carré, on les... Voilà, c'est ça. C'est une super note de fin, ça. C'est hyper positif. Non, mais tout ça pour dire que moi, j'ai aimé arriver ici et la lumière, l'espace, respirer. Ouais. Mais ça me fait cet effet-là quand je retourne à Paris maintenant. Je me dis, du monde, des gens habillés différemment, de la culture, des trucs partout. Ça me fait mon bol d'air. Donc tu vois, tout dépend de ce qu'on vit aussi, ouais, quoi. C'est une question de mesure. Il n'y a pas de permanence dans ce qu'on ressent. Et on revient sur le vin. Ouais. Tu dois goûter un vin au bon moment. Mais oui. C'est parfait, la boucle est bouclée. Moi, j'ai envie de te dire. C'est un clap de fin, rudement mené. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que cette première interview se termine. Merci encore à Emeline et au domaine Calvez-Bobinet, que je vous invite vivement à aller découvrir. À très vite, j'espère que cela vous a plu. Bon.